chers amis, bonjour à toutes et à tous. Merci à Citoyenneté Active et à l'ensemble des organisatrices et organisateurs de cette journée, qui permettra certainement, comme Madame Amara vient de le dire, de faire entendre d'autres voix que celles du rejet et du repli, ça fait toujours du bien, en plus des pistes d'action qu'on va essayer de dessiner ensemble toute la journée. Je suis donc Arnaud Weiss, je suis directeur général de l'association COMED, le Comité pour la santé des exilés, qui est une association qui existe depuis 43 ans et qui a pour mission, selon ses statuts, de, je cite, agir en faveur de la santé des exilés et défendre leurs droits. Le terme exilé qui avait été utilisé par les fondateurs de cette association était un peu tombé en désuétude pendant les années suivantes, et puis il est revenu un peu à la mode. Nous, on l'a toujours gardé au COMED et on trouve qu'il a le mérite de parler de cette expérience traumatique de l'exil sous toutes ses formes et quels que soient les motifs de la migration contrainte que ça implique et du retour sinon impossible, du moins difficile, s'agissant par exemple des demandeurs d'asile et des réfugiés, c'est un risque de persécution et de mort violente en cas de retour au pays d'origine, mais si on parle de ce qu'on appelle les étrangers malades, les personnes régularisées pour raison médicale, c'est aussi un risque de mort en l'absence de soins en cas de retour au pays d'origine. Et donc, ce terme qui parle de l'ensemble de ces situations très diverses, que connaissent les gens dont on va parler aujourd'hui, mais qui ne correspond pas à une catégorie administrative dont on sait qu'elles ont beaucoup évolué ces dernières années au fur et à mesure des politiques d'immigration. Alors, ce que je vais essayer de faire rapidement, notamment pour essayer de garder sous le contrôle du temps des organisateurs, peut-être un peu de temps d'échange au terme de cette intervention, c'est un panorama rapide de l'évolution du droit à la santé des... Alors là, j'ai pris le terme étranger parce que pour le coup, quand on parle de droit, c'est lié au statut administratif et à la nationalité. Avec un mot sur les repères déontologiques qui sont un élément assez important de l'action des soignants, alors des médecins, parce que c'est le code de déontologie médicale dont je vais citer quelques extraits, mais par extension de l'ensemble des équipes médico-psychosociales qui viennent en aide à ces personnes-là sur le plan de la santé, pour montrer que dans un certain nombre de situations tendues, avec des objectifs divergents en termes d'une part de protection de la santé et d'autre part de contrôle de l'immigration, que ce sont des textes existants sur lesquels on peut s'appuyer pour faire son travail de soignant. Je propose 5 points. Alors, d'abord, les deux premiers, c'est de faire un point. Finalement, le droit à la santé, c'est d'abord de se dire quelques mots sur quels sont les principaux besoins. Je vais dire un mot à partir de quel point d'observation j'interviens, donc du COMED et qu'est-ce qu'on peut observer chaque année au COMED, et notamment des éléments démographiques, de risques psychosociaux et les principales maladies graves par leur fréquence qu'on va observer chez ces populations exilées. Alors, j'ouvre une petite parenthèse, je vais parler des étrangers et des exilés en général. Il va de soi qu'il y a des groupes particulièrement vulnérables, comme vous le savez, dont il va être d'ailleurs question dans certaines des tables rondes qui suivent. Les femmes exilées, victimes de cette double violence et cette double discrimination en tant qu'exilées et en tant que femmes, les mineurs non accompagnés, on va en parler tout à l'heure, les migrants âgés, qui sont une population importante numériquement, assez diffuse et qui cumule le vieillissement précoce et l'exil pour les personnes concernées, les demandeurs d'asile ayant encore plus que les autres exilés subi des violences dans le pays d'origine, les personnes, les minorités de genre qui vont là aussi subir des discriminations. On pourrait, et d'ailleurs certains de ces sujets, les victimes de la traite des êtres humains, enfin, on peut regarder des cumuls de vulnérabilité et de discrimination pour un certain nombre de ces populations. Là, je vais passer rapidement sur ces aspects-là. Et puis, donc, pour voir les principales évolutions sur les 30 dernières années en matière d'accès aux soins et aux droits de ces publics-là, dont on verra que finalement, ces évolutions sont paradoxales, parce que d'une part, il y a eu un certain nombre de mesures dans ce pays, et tant mieux, pour améliorer l'accès aux soins pour tous, sauf que ce n'est pas pour tous, et c'est ce qu'on va voir, c'est qu'à mesure que progressait l'accès aux soins théoriquement pour tous, se sont mis en place de plus en plus d'entraves à l'accès à la protection maladie et donc aux soins pour les personnes, pour une partie des personnes exilées.
Ce qui m'amènera à poser la question rapidement, et notamment autour des missions respectives des services du ministère de la Santé ou du ministère de l'Intérieur. La question étant de savoir, en fonction des dispositifs, s'il s'agit de protéger les malades ou de contrôler les étrangers. Et on verra sur un plan déontologique qu'on ne peut pas faire les deux choses à la fois. Il faut savoir dans quel registre on intervient. Et puis de finir par quelques repères juridiques et déontologiques. N'hésitez pas, même si j'essaye de garder du temps à la fin, à m'interrompre pour faire préciser quelque chose, de commenter quelque chose. Et je vous remercie de passer à la suivante. Rapidement, le COMED a des interventions dans un certain nombre de lieux, et les données dont je vais parler dans les diapositives suivantes sont issues, en gros, pour moitié de nos permanences téléphoniques nationales et régionales, où on a à la fois des particuliers et des professionnels, médecins, juristes, assistantes sociales, avocats, associations, citoyens actifs, et dans laquelle on va suivre, c'est ce qui est en dessous, 4400 bénéficiaires par an, soit directement si c'est eux-mêmes qui appellent, soit au travers de leurs proches ou des professionnels qui les accompagnent. Et on a des centres de soins et d'accompagnement en Île-de-France, à Saint-Étienne, à Marseille et à Cayenne. Suivante, s'il vous plaît. Ce qui nous conduit à suivre, là, en 2021, à avoir accompagné 7700 personnes, soit donc dans les consultations pluridisciplinaires des centres de soins, soit au travers des permanences téléphoniques. Alors, des personnes d'un grand nombre de nationalités, on sait bien que la réalité des associations de terrain sur l'accueil de la diversité des personnes exilées ne correspond pas à ce qu'on voit à la télé au journal de 20h, et que c'est beaucoup plus varié et ancien que les grands et graves mouvements de population d'exilés récents. Des personnes, la particularité, alors au COMED, mais je pense que c'est aussi le cas dans les associations amies, c'est que on voit les gens au moment où ils sont en situation le plus précaire et vulnérable, c'est-à-dire au début de ce qu'on appelle le parcours d'intégration, et dont on voit que pour une grande partie de ces gens-là, ça va durer longtemps, le parcours d'intégration. En tous les cas, pour les personnes suivies au COMED, ça fait en moyenne 4 ans, et la moitié d'entre eux, la médiane est de 2 ans, la moitié d'entre eux sont en France depuis moins de 2 ans quand on les reçoit pour la première fois. Un mot sur le niveau de formation initiale qui va aussi contre parfois quelques stéréotypes qu'on entend de personnes exilées qui seraient sans formation initiale et sans scolarisation initiale. C'est pas le cas dans certains nombres, mais c'est pas le cas de la majorité, puisque dans nos données sur l'ensemble de ces personnes-là, les 2 tiers ont complété le cycle scolaire et 19% ont eu une formation universitaire. On connaît aussi cette question d'une forme de gâchis, enfin non seulement des difficultés pour les exilés eux-mêmes de s'insérer, notamment sur les difficultés d'équivalence des diplômes, par exemple pour les personnes, les soignants, les personnes qui étaient soignantes dans leur pays d'origine, et qui rencontrent un certain nombre de difficultés pour pouvoir exercer les soins infirmiers, la médecine, leur métier. Mais aussi une forme de gâchis par rapport aux ressources que pourraient nous procurer ces personnes en travaillant, et qui permettrait d'ailleurs d'être une partie de la réponse à la situation de vulnérabilité. Enfin, en situation de séjour précaire pour plusieurs années. Alors, précaire, c'est d'une part les personnes qui sont sans papier, comme vous le savez sans doute. D'abord, on n'a pas le nombre de personnes sans papier en France, mais il y a des estimations. La plus marquante, c'est de dire que parmi les 300 000 bénéficiaires de l'aide médicale État, il y a un certain nombre de travaux sociologiques qui montrent que, et puis de l'expérience des associations, que la moitié des personnes qui devraient être bénéficiaires de l'aide médicale État n'en ont pas fait la demande, ce qui donne une estimation du nombre de personnes sans papier, mais ce sont surtout en nombre des étrangers en séjour régulier mais précaire, puisque entre 700 et 800 000 documents de séjour diffusés par les préfectures sont des documents de séjour précaires. Les rendez-vous précédents, les statistiques du ministère de l'Intérieur sur le site internet, vous pouvez regarder ça chaque année, ça s'appelle, vous les connaissez, les autorisations provisoires de séjour, le plus souvent son droit au travail parfois avec, les cartes de séjour temporaires sans garantie de renouvellement selon les motifs de régularisation, mais aussi en amont toute une série de choses encore plus précaires qui est tiens, j'ai rendez-vous à la préfecture dans 4 mois et j'ai un papier qui dit que j'ai rendez-vous à la préfecture dans 4 mois et d'ici là je dois attendre avec mon document.
Tous ces documents de séjour attestent à la fois d'un séjour régulier, mais évidemment d'une grande précarité, non seulement sur les droits assortis au document lui-même, les droits sociaux et de protection maladie en particulier, mais aussi sur les perspectives, puisque par définition, ces documents n'ont pas de garantie de renouvellement, contrairement aux cartes de résidence quand les gens finissent par les avoir. Or, tout ça, ça va durer plusieurs années, de manière convergente entre les observations des associations et les travaux des chercheurs. Par exemple, dans l'étude Parcours, qui a bien montré ça pour les personnes atteintes de VIH ou d'hépatite B chronique, migrante, on sait qu'il faut en moyenne 8 ans pour finir par avoir une situation de séjour stable. En gros, le parcours d'intégration pour une grande partie de ces personnes étrangères, ça commence par une période d'attente difficile et qui va durer près de 10 ans. La suivante, s'il vous plaît. Alors, les besoins de santé, après on va dire un mot des maladies graves, mais c'est d'abord lié aux violences, aux persécutions, à l'exil, à tout ce qui s'est passé dans le pays d'origine, pendant le trajet d'exil. Un chiffre de nombreux autres, mais qui est assez accablant, s'agissant des mineurs non accompagnés. Donc, parmi les activités du COMED en Ile-de-France, on intervient avec Médecins sans frontières dans un centre d'accueil de jour pour des mineurs non accompagnés, non reconnus, en attente de reconnaissance. 80% d'entre eux ont été témoins ont survécu à un naufrage dans la Méditerranée. Donc c'est pas anodin, c'est 80%. Donc évidemment, dans le pays d'origine, trajet d'exil, mais c'est aussi une santé qui continue d'être altérée par des facteurs de vulnérabilité liés aux conditions de survie en France. Vous avez ici des chiffres, je ne vais pas tous les commenter, mais c'est pour dire qu'au COMED, on a déterminé ces 8 facteurs de vulnérabilité sociale qui nous permettent à la fois des éléments d'observation, ce que je partage avec vous, mais qui nous servent aussi à des critères de priorisation de suivi dans nos dispositifs, parce que malheureusement, comme tout le monde, on n'a pas suffisamment de moyens par rapport aux besoins, et on va s'efforcer de privilégier les personnes qui ont le plus besoin de nous et de réorienter vers les services de droit commun, celles qui parlent français, par rapport à celles qui ont besoin d'un interprète professionnel, les personnes qui ont déjà la sécurité sociale par rapport à celles qui n'ont pas encore, ou celles qui ont un toit par rapport à celles qui dorment à la rue, etc. Donc on pourra détailler plus tard, mais on voit bien la diversité de ces facteurs de vulnérabilité. J'insiste encore une fois, enfin peut-être sur 2 points, 3, allez quand même. Le logement, parce que c'est une situation qu'on a vu beaucoup se dégrader au COMED, et que vous connaissez parfaitement, c'est-à-dire qu'il y a 10 ans, quand on était en consultation, moi je suis médecin de formation et je faisais des consultations à cette époque-là, c'est plus le cas. Il était exceptionnel qu'on ait des patients qui dorment à la rue, ils étaient sans domicile fixe, mais ils n'étaient pas sans abri. Maintenant c'est massif. C'est 48% sans hébergement, dont 17% ont dormi à la rue dans les jours précédant la consultation, et ça concerne, comme vous le savez, aussi des femmes enceintes, des personnes âgées, des personnes handicapées en fauteuil, des mineurs. Deuxième point qui est très lié au précédent, c'est cette émergence de ce problème d'accès à l'alimentation, enfin de la massivité de ce problème d'accès à l'alimentation, puisqu'on a plus d'un quart des patients en métropole, en Guyane c'est encore pire, c'est plus de la moitié, qui n'ont pas mangé à leur faim dans les jours précédents de la consultation, faute de ressources financières. On voit bien l'énormité de ces besoins, qui est quelque chose d'assez nouveau, enfin, à l'échelle de 10 ans, c'est quelque chose d'assez nouveau, et évidemment, c'est pas bon pour la santé. L'autre point sur lequel j'insiste, c'est le poids et c'est légitime vu la diversité, compréhensible, je veux dire, vu la diversité des nationalités, c'est que beaucoup de ces personnes-là ne parlent pas encore français quand elles arrivent en France, et pas toujours anglais. Dans les consultations du COMED, c'est entre un tiers des consultations jusqu'à la moitié selon les régions, pour lesquelles on a besoin du recours à un interprète professionnel, préférentiellement en présentiel, évidemment, chaque fois que c'est possible et qu'on peut programmer les rendez-vous, la qualité de la relation thérapeutique est bien meilleure, et à défaut de programmer les rendez-vous, c'est très important de pouvoir avoir recours à un interprétariat téléphonique. Ce qui s'appelle en bas détresse sociale, c'est notre jargon à nous, mais c'est que lorsque les personnes cumulent au moins 5 de ces 8 facteurs de vulnérabilité,
on estime qu'ils sont en situation de détresse sociale et donc on va développer des procédures prioritaires pour suivre de plus près leur soins. Et on voit que c'est un quart des patients. Le suivant, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Oui. Vous auriez pu préciser ce que vous voulez dire CS, CSS. Oui, pardon. Oui, et ça, il y a beaucoup d'acronymes, je vais essayer de le faire. Alors, CS, c'est les consultations, PT, c'est les permanences téléphoniques. Ce sont les deux sources d'observation du COMED, excusez-moi. Alors après, vous avez, ça, c'est des choses qui sont issues du rapport d'observation annuel du COMED et que vous trouvez en téléchargement gratuit sur le site de l'association pour la version détaillée et longue. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme acronyme ici? CSS, c'est pour la protection. Enfin, en tout cas, c'est la complémentaire santé solidaire. Je ne vois pas CSS. C'est tout en haut. Oui, c'est la complémentaire santé solidaire qui a succédé, comme vous le savez, à la complémentaire CLU. Alors, deuxième série de facteurs de risque psychosociaux pour la santé, c'est toute la question des risques psychologiques en particulier, enfin aussi physiques, mais psychologiques en particulier vu la fréquence. D'abord, c'est que l'exil, c'est une migration plus douloureuse que d'autres, puisque on connaît les histoires des personnes qui ont vécu beaucoup de ruptures, de pertes et de deuils multiples, incluant, et c'est un problème massif, les personnes qui ne savent pas ce que sont devenus leurs enfants, leurs conjoints, leurs proches, pour lesquels la souffrance psychique, c'est aussi... Et l'aide, c'est d'abord d'essayer d'avoir un téléphone pour pouvoir appeler quelqu'un au pays, pour avoir des nouvelles de qu'est-ce qui s'est bien passé ce jour-là, quand moi je suis parti par ici et que les autres ils sont partis par là. Deuxièmement, c'est qu'il y a une fréquence de violence subie sur l'ensemble du parcours qui est massive pour l'ensemble de ces personnes exilées. Quelques chiffres ici que je détaille pas en général, sinon pour insister sur le fait que si on prend les critères de l'OMS sur les définitions de violence, c'est la très grande majorité qui en ont subi, et que la violence est directement, alors on le sait sur le plan clinique, puis ça se vérifie sur le plan statistique et épidémiologique, quand on a subi des violences, on a 2 fois plus de fréquence de psychotraumatisme que quand on n'en a pas subi. Que quand il s'agit de violences intentionnelles de 2 sortes, la torture selon ce que dit l'ONU sur la définition de la torture, mais aussi les violences de genre, selon pour l'instant ce que ne dit pas l'ONU, mais qui sur le plan psychologique produisent les mêmes effets et les mêmes risques que la torture. Les mariages forcés, l'excision, les viols conjugaux, enfin toute une série aussi de motifs d'exil pour de plus en plus de femmes exilées isolées. Dans ces 2 cas, d'abord c'est une proportion importante de l'ensemble des personnes exilées, et dans ces 2 cas, c'est encore plus souvent qu'on développe un psychotraumatisme que quand on n'en a pas subi. Ça va sans dire, mais ça va mieux en le chiffrant, c'est 3 fois plus. Alors pour autant, ce qui est tout à fait frappant, et vous le savez comme nous au COMED, c'est que finalement la majorité, il a été dit tout à l'heure qu'en gros un quart des mineurs non accompagnés relevaient d'une prise en charge psychothérapeutique spécialisée, c'est vrai des adultes exilés aussi, en gros c'est le même chiffre. Or, la grande majorité a subi des choses épouvantables. Ça montre d'abord la résilience et la survie. Les gens dont on parle, c'est des survivants, il faut toujours s'en souvenir. C'est ceux finalement qui sont en meilleure santé que ceux qui n'ont pas réussi à arriver jusqu'ici et qui vont étonnamment bien, je mets beaucoup de guillemets, par rapport à ce qu'ils ont subi. Une partie non négligeable de ces personnes-là n'ont pas besoin d'une prise en charge spécialisée en santé mentale. Mais ils ont besoin de tout le reste, un bilan de santé, vérifier qu'il n'y a pas d'autres maladies, la sécurité sociale, l'accès aux médecins, etc. Une partie de ces violences se poursuivent en France, parmi les chiffres inquiétants, le fait que dans l'observation du COMED, 15% des femmes enceintes que nous suivons sont des grossesses, sont enceintes à la suite de viols et de viols sur le territoire français, notamment liés à l'absence de conditions d'hébergement et à l'emprise que peuvent avoir certaines personnes sur ces victimes potentielles. Et puis ensuite, que parmi les violences, on peut aussi regarder qu'il y a des corrélations, notamment sur les questions dans le parcours d'enfermement. D'abord au pays d'origine, très souvent à la prison, lié aux persécutions,
Mais ça va être aussi, pour un certain nombre d'entre eux, comme vous le savez, des passages dans les zones d'attente, à l'entrée sur le territoire, ou en centre de rétention, en vue de l'éloignement du territoire, même si on sait que la moitié, voire davantage des personnes en centre de rétention seront de toute façon libérées car elles ne peuvent pas être éloignées. Mais en attendant, c'est des périodes de privation de liberté, qui sont, pour ce qui est des zones d'attente et de la rétention, spécifiques des personnes étrangères, et qui produisent aussi des effets sur la fréquence des psychotraumatismes, qui sont des facteurs de risque supplémentaires. On peut passer à la suite. Il faut que je regarde. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Alors, tout ça sont des risques, mais pas forcément des maladies. Qu'est-ce qu'on peut dire rapidement de la fréquence des maladies? Premièrement, c'est qu'il est très important, comme j'en dirai un mot tout à l'heure, comme le préconise le ministère de la Santé, de pouvoir proposer rapidement, le plus vite possible, sur le parcours de soins, un bilan de santé. Et on sait qu'un bilan de santé, c'est souvent pas proposé, ou en tous les cas de manière incomplète, dans un certain nombre de dispositifs de soins. Comme vous le savez, en France, on est moins bon sur la prévention que sur les soins. Et très souvent, c'est malheureusement au moment où la maladie apparaît avec ses complications, on va se rendre compte que c'est dommage de ne pas avoir dépisté il y a 15 ans une hépatite C, un VIH, un diabète, une autre maladie grave qu'on aurait pu mieux soigner. Donc c'est une prestation qu'on propose au COMED à l'ensemble des nouveaux patients et la très grande majorité sont tout à fait d'accord pour le pratiquer, voire une partie d'entre eux viennent pour ça. Et sur les chiffres des 16 000 derniers bilans de santé qu'on a fait, alors là aussi, contrairement à certaines idées reçues, ce n'est pas les maladies infectieuses les plus fréquentes chez les personnes exilées. C'est, comme pour les autochtones d'ailleurs, en tous les cas, les maladies chroniques. L'OMS vient de réalerter ces jours-ci sur l'épidémie de maladies non transmissibles, qui est la cause des 3 quarts de la mortalité prématurée dans le monde. C'est vrai aussi des personnes exilées, c'est-à-dire que par la fréquence, ce sont des maladies cardiovasculaires qu'il faut dépister, qu'il faut soigner, des diabètes, de plus en plus de cancers, deuxièmement, les troubles psychiques, 35%, une partie très très importante, principalement dans ce qu'on appelle les syndromes psychotraumatiques ou des traumas complexes, des éléments de dépression. Et les maladies infectieuses sont tout à fait importantes et à dépister et à soigner, mais ne représentent, si j'ose dire, qu'un quart des maladies graves chez les personnes exilées. Par ordre de fréquence, c'est l'hépatite B chronique qui est un vrai enjeu de santé publique avec une amélioration à faire du dépistage et de la prévention, notamment c'est un vaccin. Le VIH, le VHC, la tuberculose. La tuberculose, ça reste tout à fait pertinent d'en proposer le dépistage, mais il faut savoir que c'est sur des fréquences qui sont 100 fois moindres qu'on va trouver de maladies cardiovasculaires ou de diabète quand on cherche. L'autre élément, c'est que ce sont des maladies qu'on trouve quand on les cherche, mais la plupart des personnes qui en sont atteintes les ignorent. 80% de ces maladies sont découvertes en France à l'occasion d'un bilan de santé ou d'un parcours de soins. Et encore, ça ne veut pas dire que les 20% qui connaissaient leur maladie sont venus en Europe et en France pour motif médical. Donc ça, c'est tout à fait utile pour lutter contre les fantasmes des étrangers malades qui viennent en France se faire soigner, qui sont en partie vrais. Je dis fantasme par rapport au nombre de personnes, ça ne représente pas du tout le problème de santé publique, même si évidemment il y a des personnes qui viennent en France se faire soigner pour sauver leur vie, je vais en dire un mot après, et qui sont le plus souvent le plus en difficulté d'accès aux soins dans les premières semaines et les premiers mois. Et notamment les personnes qui, quand elles arrivent en France, nous on est beaucoup sollicités dans les permanences téléphoniques par rapport à des situations de refus ou de retard de soins dans les hôpitaux publics pour des personnes atteintes de cancer, d'insuffisance rénale ou de maladies rares, et pour lesquelles il faut faire appliquer le droit à la santé au sein des hôpitaux lorsque c'est nécessaire. La suivante, s'il vous plaît. Du coup, en matière d'accès aux soins et aux droits, l'arrière-plan, c'est la précarisation du statut administratif des étrangers sur les 30 dernières années, puisqu'à peu près chaque gouvernement, d'ailleurs on pourrait presque dire sur les 40 dernières années maintenant, depuis la loi Bonnet en 1980, à peu près chaque gouvernement y va de sa loi sur l'immigration, et le plus souvent pour aggraver les choses.
Ce qui a conduit donc à une grande précarisation du statut des étrangers, dont j'ai montré dans les éléments démographiques. Ça aboutit à une fragmentation et à des titres de séjour de plus en plus précaires, avec ce paradoxe en matière de santé publique, en tous les cas, que ce sont les personnes les plus vulnérables qui sont celles qui rencontrent le plus d'obstacles à l'accès au droit. Et que, de manière corollaire, on a observé des restrictions progressives du droit à la protection maladie à l'encontre des étrangers. Alors, je vais parler de deux dates importantes et d'une séquence depuis 2003. Les deux dates importantes, c'est que ça n'est qu'en 1993 en France qu'ont été exclus du droit à la sécurité sociale les personnes sans papier. Ça paraît une évidence aujourd'hui, ce n'était pas le cas. La sécurité sociale, comme vous le savez, elle est financée par les cotisations des personnes qui travaillent, et les personnes sans papier qui travaillaient, qui cotisaient, avaient la sécurité sociale, on ne regardait pas leur carte de séjour, ce n'était pas le problème de la sécurité sociale. C'est depuis 1993, dans ce qu'on a appelé à l'époque les lois Pasqua, ont été renvoyées intégralement sur l'aide médicale, qui existait déjà. Autre idée reçue, l'aide médicale n'a pas été créée en 1999, elle existe depuis un siècle. L'aide médicale pour les indigents s'est créée en 1893 dans ce pays, et elle servait aux Français pauvres et aux étrangers pauvres, mais depuis 1993, elle servait à l'ensemble des étrangers sans papier, même ceux qui pouvaient cotiser. Deuxième occasion de ne pas rattraper la première, c'est la réforme à l'époque de la couverture maladie dite universelle en 1998, qui malheureusement n'était pas universelle puisqu'elle n'avait pas réintégré dans le droit à la sécurité sociale ces personnes sans papier. Et elle avait donc conduit à, au-delà d'un progrès indéniable pour la majorité de la population qui avait des problèmes d'accès aux soins et qui a été bénéficiaire de la CMU, incluant des étrangers en séjour régulier et précaires, mais pour les autres, pour les sans-papiers, ça a été le renvoi sur ce qui restait de l'aide médicale État et qui est devenu dès lors un dispositif beaucoup plus stigmatisant, parce que c'était plus les pauvres en général, c'est devenu les sans-papiers en particulier. Et ça a ouvert la voie à ce qu'on pouvait craindre, de ce qu'on observe depuis 2003, c'est que c'est devenu un enjeu politique et parfois politicien, de restreindre chaque fois qu'on le peut et de dire que comme ça, ça va mieux se passer, les droits à l'aide médicale des personnes sans papier. Pourquoi je dis depuis 2003? Parce que ce n'est qu'en 2003 qu'a été instauré un délai de résidence avant de pouvoir bénéficier de l'aide médicale État. Ce n'était pas le cas avant, ce qui était extrêmement logique, puisque dans une logique de prévention et de coût aussi, économique pour le système de santé, il vaut mieux soigner les gens quand ils sont malades que d'attendre qu'ils soient plus malades et que ça coûte plus cher. Mais depuis 2003, il a été imposé d'abord un délai de 3 mois avant de pouvoir bénéficier de l'aide médicale pour la santé. Et puis un certain nombre d'autres réformes dont je vais dire un mot, de la plus grave et la plus récente, celle de 2019 qui a encore restreint ses droits. Mais déjà, depuis cette époque-là, combiné à des restrictions d'application du droit par les caisses de sécurité sociale en matière de complémentaire santé solidaire, d'aide médicale État, mais aussi d'un dispositif qui a été créé en 2003, en même temps qu'on restreignait l'accès à l'aide médicale État, la même loi a créé ce qu'on appelle le DSUV, le dispositif pour les soins urgents et vitaux, qui n'est pas une protection maladie, mais qui permet à l'hôpital de se faire rembourser des frais engagés pour les gens qui n'ont pas encore le droit à la sécurité sociale ou l'aide médicale État, qui est un dispositif compensatoire qui serait bien utile s'il était mieux appliqué, parce que contrairement à ce que son nom laisse penser, il n'est pas réservé aux soins urgents et vitaux, le texte d'application est très clair. Il s'agit de mettre en place chaque fois que l'absence de soins pourrait entraîner une altération grave et durable de l'état de santé. Donc on voit bien que s'il était appliqué largement, il permettrait, c'est déjà le cas dans un certain nombre de cas, aux hôpitaux de se faire rembourser des frais qu'ils doivent engager pour soigner les gens en attendant qu'ils aient des droits ouverts à l'aide médicale ou à la sécurité sociale. Je ne détaille pas les restrictions d'application de droit par la Caisse de sécurité sociale, je vous renvoie au rapport d'observation régulier de Médecins du Monde, du PLOMED, de l'Observatoire du droit à la santé des étrangers, mais disons que l'écart reste très grand, voire même il progresse entre ce qu'il reste des droits et les pratiques qui conduisent une partie des gens à ne pas en bénéficier quand bien même ils y auraient droit. On peut passer à la diapositive suivante. Alors les choses se sont encore nettement aggravées depuis la réforme de novembre 2019,
Non seulement pour les personnes sans papier, puisqu'il a été rajouté un délai de 3 mois encore supplémentaire pour pouvoir bénéficier de l'aide médicale d'État lorsque les personnes sont rentrées en France avec un visa de tourisme, puisque désormais il faut justifier, je crois qu'il en sera question de manière détaillée dans les tables rondes de cet après-midi, il faut justifier de 3 mois de séjour irrégulier après la période de visa, ce qui est une aberration là encore en termes de parcours d'immigration et de santé publique, puisque le visa de touriste, on sait bien que c'est le seul moyen que trouvent un certain nombre de demandeurs d'asile pour pouvoir rentrer en Europe et déposer leur demande d'asile. Donc ça ne veut pas dire que ce sont des touristes qui viennent voir la Tour Eiffel, mais ça n'empêche qu'il faut donc désormais attendre souvent 6 mois pour pouvoir faire sa demande d'aide médicale d'État. Mais le plus grave, le plus emblématique, je dirais, parce que ce n'est pas plus grave que le point précédent, c'est que les demandeurs d'asile et les réfugiés n'étaient pas concernés par ces restrictions au titre de la Convention de Genève, vu que par définition, ils n'ont pas choisi le moment où ils allaient quitter leur pays. Il n'avait jamais été imposé de délai préalable pour avoir droit à la sécurité sociale pour les demandeurs d'asile et pour les réfugiés. Et bien c'est plus le cas depuis novembre 2019, les demandeurs d'asile, comme vous le savez, doivent attendre 3 mois pour pouvoir bénéficier de la sécurité sociale. C'est donc d'autant plus spectaculaire que ça n'a pas été appliqué pour les Ukrainiens, tant mieux. Les demandeurs d'asile ukrainiens ont été intégralement, en tout cas, ont le droit à la sécurité sociale sans délai d'attente, à des documents de séjour sans délai d'attente. Bref, les Ukrainiens sont un bon exemple de que quand on veut, on peut appliquer la Convention de Genève. Malheureusement, pour les autres, ce n'est pas le cas. C'est plus le cas et c'est de moins en moins le cas. Et avec des conséquences, quand je passe aussi d'autres restrictions pratiques d'accès à la sécurité sociale depuis la réforme dite PUMA pour les demandeurs d'asile, qui ont été exclus dans un premier temps du droit à l'assurance maladie jusqu'à l'obtention de l'allocation de demande d'asile, avec suppression de la carte vitale qui est un obstacle supplémentaire dans les pratiques du terrain, et d'autres dysfonctionnements des caisses primaires d'assurance maladie. Tout ça conduit d'une part à reculer le moment où les personnes ont droit, et avec cet effet paradoxal que d'une part, d'abord non paradoxal et dramatique, c'est le renoncement et le retard de soins. Les gens ils attendent d'être en situation d'urgence pour aller à l'urgence de l'hôpital. Mais deuxièmement, c'est que ça renvoie les personnes, au lieu de pouvoir aller voir des médecins en ville avec la sécurité sociale, des soignants, ils sont obligés tous de passer par l'hôpital public, qui aurait autre chose à faire que d'accueillir toutes ces personnes-là, dont une partie ne relève pas de leur service, en théorie, sur le plan médical, sur les passes, sur les permanences d'accès aux soins de santé, parce qu'il faut bien que quelqu'un les soigne en attendant qu'ils aient des droits ouverts. Le suivant, s'il vous plaît. Alors, en matière de retard de refus, de renoncement aux soins, d'une part, il y a des refus de soins en ville qui ont été documentés, qui sont malheureusement connus, documentés notamment à l'époque par le Fonds CNU, régulièrement par le défenseur des droits. Et qui sont donc des refus de professionnels. Là, j'ai mis les médecins libéraux, mais c'est aussi certains pharmaciens, enfin, les professionnels de santé libéraux, qui refusent les bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire maintenant au de l'État. C'est illégal, c'est pas bien du tout, c'est des discriminations. Mais paradoxalement, sur le plan de la santé, c'est pas le plus grave parce qu'on peut toujours aller voir un autre médecin qui accueille la personne quand on a été refusé par un médecin en ville. Là où c'est le plus grave, c'est quand ça se passe à l'hôpital public. Puisque là, on peut moins attendre quand on arrive avec un cancer, avec une insuffisance rénale, avec une maladie grave, et qu'on s'entend dire par la sécurité sociale qu'on aura des droits ouverts dans le meilleur des cas dans 3 mois ou dans 6 mois. Alors la plupart des hôpitaux publics font le travail et soignent les gens. Mais un certain nombre de situations, et de plus en plus ces derniers temps, on est nous sollicités dans les permanences téléphoniques, je le disais tout à l'heure, par l'assistante sociale du service, par le médecin qui dit « moi j'aimerais bien, là, mais j'ai des consignes de ma direction qui me dit que je ne peux pas soigner les gens tant qu'ils n'ont pas des droits ouverts, qu'est-ce que je fais ?» Et donc là on va commencer à travailler avec l'assistante sociale, avec le médecin, pour expliquer à la direction, et si possible à intervenir auprès de la direction, qu'en fait, qu'il y a le dispositif soins urgents et vitaux, tant mieux si on arrive à le mobiliser, mais qu'après, il faut distinguer le droit à la protection maladie du droit aux soins, et que sur le plan déontologique, les gens qui pourraient avoir une altération grave et durable de leur état de santé, là, il ne faut pas attendre 2 mois pour commencer la chimiothérapie. Et ce sont des situations, malheureusement, encore une fois, qui ne sont pas majoritaires, mais qui sont extrêmement graves, parce qu'avec des préjudices, là, on imagine bien, encore plus importants.
Point suivant. Là, je parlais de protection maladie, mais le droit à la santé, ça concerne aussi, on l'a évoqué et on approfondira, la protection des personnes qui risquent d'avoir des problèmes de santé s'ils ne sont pas protégés. On l'a évoqué pour les mineurs non accompagnés, évidemment. Mais c'est aussi, et en particulier le cas de ce qu'on appelle les étrangers malades en langage administratif, c'est-à-dire les personnes régularisées ou relevant d'une régularisation en raison d'une maladie grave et qui ne pouvaient pas se faire soigner dans leur pays d'origine. Et là, sur ce droit en particulier à la protection, qui est au fond une protection juridique mais avec une finalité d'accès aux soins, de continuité des soins. Le problème est le suivant. Une personne a une maladie grave, elle est soignée en France. Si elle est renvoyée pour des motifs d'immigration dans son pays d'origine, elle ne sera plus soignée. C'est quoi le préjudice? Si le préjudice est d'une exceptionnelle gravité, cette personne, dit la loi depuis 1990, doit continuer à vivre en France avec un titre de séjour. Ça, c'est évalué par des médecins. Et notamment dans le respect du secret médical. Et donc, c'est la particularité de cette régularisation, c'est que c'est la seule qui échappe, en théorie, au contrôle des services du ministère de l'Intérieur. Ça ne relève pas d'une appréciation du ministère de l'Intérieur, ça relève d'une appréciation d'une équipe médicale qui va voir si les critères médicaux de la loi sont appliqués ou pas. Cette loi, ce qui est intéressant, c'est d'observer qu'elle a été mise en place et appliquée au milieu de deux logiques absolument contradictoires. D'une part, créée dans une logique de protection de la santé, alors notamment, pas que, mais à la faveur de la lutte contre le VIH dans les années 80, qui a beaucoup conduit, comme on s'en souvient, à mettre en place des programmes de santé publique qui prennent réellement en compte les droits humains et qui a abouti notamment, dans le cadre d'une grosse mobilisation associative à l'époque et de soignants et d'associations de malades, à mettre en place d'abord la protection contre l'éloignement des étrangers malades, c'était la loi Debré en 1997, et l'année suivante, la loi Chevènement qui disait à partir du moment où les gens ne sont pas expulsés, autant leur donner un titre de séjour et qu'ils puissent vivre normalement, en plus de se soigner, travailler, s'intégrer, etc. Donc c'était mis en place vraiment dans une logique de protection de la santé qui prévalait sur les questions de contrôle de l'immigration. Ça a été appliqué de manière assez large jusqu'en 2003. Et depuis 2003, avec des restrictions d'application sans que la loi ait changé jusqu'en 2016, avec des restrictions d'application très fortes, selon les départements, et notamment selon, tel que le dénonçait à l'époque le médecin inspecteur de santé publique, dont c'était la mission d'évaluer ces critères médicaux, on appelait à l'arbitrage de leur ministre de tutelle, la ministre de la Santé, contre, je cite, c'était dans les communiqués du syndicat des médecins inspecteurs de santé publique, les pressions subies par les bureaux des étrangers des préfectures qui reprochaient à certains d'entre eux de donner trop d'avis médicaux favorables. Donc on voit bien, dans une logique de la part des services qui leur mettaient la pression, dans ce qui aurait été une logique de quota, alors que la loi ne parle pas du tout de logique de quota, mais d'appréciation de critères médicaux individuels. Mais, tant bien que mal, ça a réussi cette loi a continué d'être appliquée, d'avoir été appliquée en majorité de manière favorable, grâce à l'époque à la vigilance des ministères de la Santé sous la pression amicale et des associations, et qui rappelait régulièrement aux médecins inspecteurs de santé publique que ce n'était pas les quotas d'immigration qu'il fallait regarder, que c'était vraiment il faut que j'aille 5 minutes. Très bien, ça va aller. Mais qu'il fallait l'appliquer dans une logique de protection de la santé. La suite, s'il vous plaît. Sauf que dans le même temps, on a observé dans ce domaine-là, comme dans d'autres, une mainmise progressive des ministères de l'Intérieur sur les questions de sanctionner les migrants. Depuis la création à l'époque de ce qui s'appelait le ministère de l'Intérieur, de l'Immigration et de l'Identité nationale, le nom a disparu, mais la logique reste la même, c'est-à-dire qu'un certain nombre de services qui relevaient avant du ministère de la Santé ou du ministère des Affaires sociales et des budgets qu'il y avait avec, ont été placés sous la coupe des ministères de l'Intérieur, notamment avec des programmes et des budgets santé et des procédures santé qui relèvent d'un ministère dont ce n'est pas la compétence d'origine, et avec des conséquences assez graves
notamment dans une de ses réformes en 2016 qui a transféré l'évaluation médicale du droit au séjour pour raison médicale à l'OFII, à l'Office français d'immigration et d'intégration, qui est un organisme placé sous la tutelle du ministère de l'Intérieur, alors qu'avant, c'était des médecins des ARS, et puis avant des médecins inspecteurs de santé publique. Et on a observé du coup, comme on pouvait le craindre, on l'avait dénoncé à l'époque avec les associations, que ce simple changement, même si la loi n'a pas changé, que les critères n'ont pas changé, et que pour partie les médecins n'ont pas changé, on observe que pour certains c'était des médecins qui appliquaient favorablement la loi lorsqu'ils agissaient au sein des services du ministère de la Santé, et qui depuis qu'ils agissent au sein du service du ministère de l'Intérieur, l'appliquent de manière beaucoup plus restrictive, tel qu'il ressort des rapports du service médical de l'OFII, puisque ça, c'est en gros les 3/4 des personnes avaient un avis favorable avant la réforme, ça a chuté pour l'ensemble à la moitié, et pour les personnes en particulier souffrant de psychotraumatisme, qui sont les motifs de demande les plus fréquents, puisque c'est les problèmes de santé les plus fréquents, alors là ça a chuté à 1/4 seulement d'avis favorables sur les demandes. Pour les personnes vivant avec le VIH, PV-VIH, c'est des personnes vivant avec le VIH, et qui étaient historiquement traitées plus favorablement encore que les autres malades, et ben on voit se multiplier aussi des avis médicaux défavorables des médecins de l'OFII en matière de régularisation, ceci à l'encontre des instructions du ministère de la Santé, mais malheureusement qui conduisent à de plus en plus de situations de renvoi sur une situation de sans-papier des personnes qui étaient intégrées et qui voulaient vivre normalement. La suivante, s'il vous plaît. Dernier point que je soulignerai, c'est l'autre mission historique de l'OFII en matière de santé n'était pas du côté de la protection de la santé, mais était ce qu'on appelait, là c'était le cas par exemple d'un réfugié argentin en 1983, le contrôle sanitaire des étrangers. La suivante, s'il vous plaît. Ce contrôle sanitaire des étrangers. Oui, allez-y. Souvent, les refus pour soins ne sont pas forcément parce que les conséquences du défaut de soins sont d'exceptionnelle gravité, mais parce qu'on considère le deuxième élément de la loi, c'est qu'ils peuvent se soigner dans l'accès aux soins. Et ça, n'en parlait pas du tout. Et c'est souvent. Enfin, c'est le plus souvent sur ces motifs-là que les avis sont donnés de manière défavorable. Et c'est précisément sur ce motif-là que les avis défavorables sont contraires aux instructions du ministère de la Santé. L'exemple de la semaine dernière, assez grave, on en a malheureusement d'autres très régulièrement, c'est qu'un ressortissant guinéen vivant avec le VIH a eu un avis défavorable pour être renvoyé se soigner de son sida en Guinée, alors que la Guinée est un des pays les moins bien classés en matière d'accès aux soins et d'indice de développement humain. C'est sur ce genre de critères que le ministère de la Santé a des instructions claires et que les médecins de l'OFII les appliquent de moins en moins, en effet, sur ce critère-là. Alors, le contrôle médical de l'OFII, c'est quelque chose qui date dont la genèse existe depuis 100 ans, mais c'est juste pour signaler que ça existe encore aujourd'hui et ça montre bien qu'on n'est pas du tout dans une logique de protection de la santé, mais de contrôle sanitaire, comme son nom indiquait à l'époque. Puisqu'il s'agissait à l'époque, alors là par exemple, un des prédécesseurs de l'Office, c'était l'Office national de l'immigration en charge du recrutement des travailleurs étrangers, qui avait pour mission de sélectionner selon les aptitudes physiques et intellectuelles et faire passer une visite médicale. Et ce qui est tout à fait intriguant, c'est que ce contrôle sanitaire, son contenu n'a pas changé, il est donc obligatoire, c'est bien le problème. L'autre problème étant que ce n'est pas tout à fait adapté aux besoins de santé publique tel que le définit le ministère de la Santé. Et c'est devenu, en 2006, ça s'appelle désormais une visite médicale obligatoire de contrôle et de prévention. Je vais passer très vite sur la suite, puisque contrairement à ce que dit dans le même temps le ministère de la Santé, c'est l'intérêt de la démocratie, vous avez deux ministères régaliens qui disent des choses contradictoires sur le même sujet. Le ministère de la Santé explique que c'est tout à fait important, un bilan de santé pour les étrangers, qu'il faut le mettre en place, qu'évidemment, il faut l'accès sur la prévention, le dépistage, l'orientation et l'insertion dans le système de santé de droit commun, que l'interprétariat professionnel soit systématique dans ces rendez-vous santé, et évidemment qu'il soit libre et éclairé. Comme toute mesure de prévention, ça marche mieux quand les gens sont d'accord que quand on leur impose. Or, on peut passer à la suivante s'il vous plaît. Alors là je vais passer vite, mais les éléments de déontologie médicale sont extrêmement clairs sur le fait que les soignants sont du côté de la protection de la santé et jamais du côté du contrôle
d'autres choses, sauf dans les missions particulières de médecine de contrôle ou de médecine d'expertise, mais c'est précisé dans le code de déontologie médicale. Mais surtout, si on passe au suivant, alors, l'article 50 est intéressant du code de déontologie médicale qui fait partie du code de la santé publique. Les confusions fréquentes, même chez les médecins, c'est de dire que le serment d'Hippocrate c'est bien joli, mais dans la vraie vie ça ne s'applique pas. Le serment d'Hippocrate n'a pas de portée légale, le code de déontologie médicale, si. C'est le code de la santé publique. Et donc ça permet aux médecins de, sans céder à aucune demande abusive, faciliter l'obtention par le patient des avantages sociaux auxquels son État lui donne droit. C'est-à-dire que si le médecin estime que les critères médicaux sont remplis, il doit faire le certificat médical à l'appui de la demande auprès de l'OFII, de la demande du patient qui souhaite faire une demande de régulation de raison médicale, et ça s'applique aussi au médecin de l'OFII qui doit permettre les avantages sociaux. Dans tous les cas, ce que dit le code de déontologie médicale, c'est que le médecin doit toujours agir dans l'intérêt de la santé publique et l'intérêt du patient. Le suivant montre que l'article 100 du code de déontologie médicale dit qu'un médecin exerçant de la médecine de contrôle, ce qui est donc le cas des médecins de l'OFII, ne peut être à la fois médecin de prévention. C'est pour dire qu'on ne peut pas faire les deux choses à la fois, et que sinon on tombe on est en infraction par rapport au code de déontologie médicale. Or, il est tout à fait spectaculaire de voir que la visite médicale obligatoire de l'OFII s'appelle désormais, selon l'arrêté ministériel de 2006, une visite de contrôle et de prévention. C'est quand même assez frappant que dans les textes de notre République, il y ait des éléments en violation directe du code de déontologie médicale, simplement pour une catégorie de la population qui sont les étrangers. J'en termine avec cet autre enseignement qu'on tire des divers textes de déontologie médicale, c'est qu'il ne faut pas confondre l'impartialité et la neutralité. Une des grandes difficultés dans ce contexte que connaissent les associations et les soignants, c'est que pris entre le marteau et l'enclume de la protection de la santé et du contrôle de l'immigration, une tendance d'un certain nombre, c'est de dire « Ah, moi je suis neutre, je ne prends pas position ». Ah oui, mais vous êtes soignant, donc vu qu'il y a des avantages sociaux qui sont liés à une évaluation de l'état de santé, vous ne pouvez pas être neutre. Vous avez une mission de prendre position selon vos compétences et votre discernement professionnel. Tout ça est assez bien décrit dans ce texte. Alors notamment, en 1948, la proclamation de l'Association médicale mondiale à Genève, ça c'était pour revenir sur les graves dérives de la médecine pendant la Deuxième Guerre mondiale, pour dire que la médecine s'était jamais fait pour oppresser, c'était toujours fait pour protéger. Et le Conseil national de l'ordre des médecins est très clair sur les priorités des médecins, en disant notamment que le médecin doit être un acteur vigilant et engagé dans la politique de santé publique. Engagé. Il s'agit évidemment d'être impartial lorsqu'on délivre un certificat médical, qu'on fait une évaluation. Il ne s'agit pas d'être militant, comme c'est une accusation qui est souvent faite aux médecins qui soignent les étrangers. Donc ça, c'est l'impartialité, c'est un devoir déontologique. Mais par contre, la neutralité est une erreur et parfois une faute professionnelle lorsqu'elle contrevient à la mission de protection de la santé individuelle et de la santé publique. Je vous remercie.